Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour la suite de l'étude du pelvis ou petit bassin. Et après avoir vu os, articulations et muscles, nous allons aujourd'hui voir les vaisseaux. Les vaisseaux qui, je vous le rappelle, sont constitués des artères, des veines et des vaisseaux lymphatiques. Nous allons surtout insister sur l'architecture artérielle dans la mesure où les veines vont suivre les axes artériels et les lymphatiques également. Nous allons pour cela tout d'abord mettre en place une coupe qui sera une coupe sagittale médiane, donc qui est une coupe classique que nous referons un grand nombre de fois avec l'étude du petit bassin. Donc sur cette coupe, nous allons trouver tout d'abord les éléments qui sont médians, puis après nous construirons l'hémibassin droit. Nous trouvons la face supérieure de S1, puis nous trouvons la concavité de la face antérieure, on peut aussi dire ventrale ou pelvienne du sacrum. C'est ici donc la section du corps du sacrum constituée par la fusion de 5 vertèbres sacrales. Les 2 premières sont les plus hautes et représentent à peu près la moitié de la hauteur du sacrum, puis ensuite nous trouvons les 3 suivantes comme nous l'avions déjà dit. C'est là une section, nous sommes là donc dans l'os spongieux du sacrum, mais chez l'adulte, nous voyons toujours sur des coupes, et notamment au scanner, nous voyons toujours la trace de la fusion des différents corps vertébraux. Puis nous allons trouver ensuite le corps vertébral de L5 avec un disque vertébral L5-S5 qui est épais et également un aspect cunéiforme, donc en forme de coin à base antérieure. Donc la face antérieure est plus haute que la face postérieure, ce qui est caractéristique de cette vertèbre L5 et caractéristique également de l'espèce humaine. Voici ces corps vertébraux également coupés, ces corps vertébraux qui sont l'équivalent d'os courts. Donc ici L4, L5, S1, et nous allons ici jusqu'à S5. Puis nous allons trouver en dessous le coccyx qui est donc formé de 4 vertèbres coccygènes en moyenne, puisqu'il s'agit d'un élément vestigial et nous pouvons donc trouver des variations. Et ces 4 vertèbres coccygènes sont souvent fusionnées en 2 pièces. Nous allons trouver ensuite vers l'arrière le canal vertébral avec donc les processus épineux lombaires ou lombaux de L4, ici, de L5, qui sont hauts, ces processus épineux, assez serrés, voire parfois pouvant avoir un contact entre eux. Puis nous sommes donc dans le canal vertébral, et en dessous, dans la continuité, nous trouvons le canal sacral, qui n'est fermé que jusqu'en S4, qui est fermé en arrière par la fusion des processus épineux de S1, S2, S3 et S4. Voici donc ces éléments de la ligne médiane. Puis nous allons pouvoir placer vers l'avant, toujours sur le plan sagittal médian, nous allons pouvoir placer la région symphysaire. Donc région symphysaire qui vient se projeter sur le coccyx avec un aspect ici elliptique, incliné vers le bas et vers l'arrière, avec un angle variable suivant les individus et également variable suivant le sexe masculin ou féminin. Ici donc, symphyse pubienne, on pourrait représenter soit la section du disque, ici nous représentons la surface articulaire symphysaire du point de vue osseux. Puis nous allons pouvoir placer les éléments maintenant de l'hémibassin droit, c'est-à-dire ici en fuite, nous allons voir l'aile du sacrum et l'hémiface antérieure du sacrum, donc qui part en fuite, qui est lisse, qui est concave vers l'avant, et ici une moitié de la face antérieure du coccyx. Au niveau du sacrum, nous trouvons les lignes sacrales, les lignes sacrées transverses, et les 4 orifices, donc qui sont les foramens sacraux ou sacrés antérieurs, par lesquels, nous le verrons dans le prochain cours avec les nerfs, passent les branches antérieures des nerfs spinaux. Puis nous allons pouvoir placer la ligne arquée qui part de l'aile iliaque, de l'aile du sacrum, qui est oblique vers le bas et l'avant, et qui vient circonscrire le détroit supérieur avec une forme de cœur, de carte à jouer, comme nous le reverrons également. Voici ici cette ligne arquée qui se termine au niveau du tubercule suprapubien. Nous pouvons placer ensuite la crête iliaque qui remonte jusqu'au niveau de la vertèbre L4, ce qui est tout à fait important comme repère
clinique et qui va descendre jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure, qui est plus bas située que l'épine iliaque postérieure et supérieure. Voici cette crête iliaque que l'on sent sur toute sa longueur sur l'individu et qui est donc un repère tout à fait important d'un point de vue clinique. Et vers l'arrière ici, nous aurions la partie postérieure de la crête iliaque avec l'épine iliaque postérieure et supérieure qui descend moins bas que l'antérieur. Puis c'est le bord antérieur de l'os qui est échancré vers l'avant pour laisser passage à des éléments musculaires et vasculaires. Et nous aurons ici l'épine iliaque antérieure et supérieure, l'éminence iliopectinée qui correspond à la région de l'acétabulum, articulation coxofémorale, et puis ici nous rejoignons la crête pectinéale. Nous pouvons ensuite placer le bord inférieur de l'os coxal, qui est oblique vers le bas et l'arrière, mais également vers le dehors, comme nous l'avons vu, qui correspond aux branches ischiopubiennes. Puis nous aurons ici le bord postérieur de l'os coxal, qui va être largement échancré, comme nous l'avons vu, par la grande incisure ischiatique, qui va nous mener à l'épine ischiatique, puis nous allons trouver la petite incisure ischiatique et la tubérosité ischiatique. Je n'appuie pas sur tous les éléments, puisque nous allons avoir des muscles notamment qui vont venir recouvrir ceci. Voici la branche ischiopubienne. Nous pouvons rappeler qu'il existe un foramen important qui lui aussi va être obturé à la fois par la membrane obturatrice et par des muscles, donc je le mets ici pour l'instant en léger puisqu'il sera recouvert. C'est le foramen obturatum. Nous pouvons maintenant placer les différents éléments pariétaux dont nous allons avoir besoin pour placer les artères et avoir des repères. Nous allons placer tout d'abord ici le ligament sacro-épineux, donc qui part du bord latéral du sacrum et du coccyx, sacrum à la partie basse et coccyx, aspect triangulaire et qui vient converger vers l'épine ischiatique. Ce ligament est donc une structure fibreuse résistante, c'est celui que l'on représente en général. Il est recouvert par un fin muscle qui est le muscle coccygien, qui est un muscle atrophique dans l'espèce humaine et chez les grands singes, de par la disparition de la queue et la présence du coccyx. Donc on pourrait représenter ici aussi bien le muscle coccygien, mais ce ne sont finalement que quelques fibres musculaires sur un ligament qui lui est beaucoup plus significatif et épais et qui apporte là de la résistance. Ligament sacro-épineux qui se termine sur l'épine ischiatique, ici, entre incisure ischiatique majeure et incisure ischiatique mineure. Au point de vue musculaire, nous allons trouver le muscle piriforme qui vient donc s'insérer au pourtour du deuxième et du troisième foramen sacro-antérieur, laissant les foramen dégagés pour le passage des nerfs, comme nous le verrons dans le prochain cours. Vient se dégager un corps musculaire fusiforme, que je représente beaucoup plus grêle qu'en réalité, pour que nous ayons la place de faire passer les éléments vasculaires et puis nerveux. Ce muscle piriforme ici, qui est oblique vers le bas, le dehors et l'avant, qui passe par la grande incisure ischiatique, et plus précisément, puisque nous avons maintenant le ligament, c'est le foramen ischiatique majeur, et qui va se terminer sur le grand trochanter, c'est-à-dire que c'est un des muscles pelvitrochantériens. Il part du pelvis et il se termine sur le grand trochanter, sur le fémur. Nous voyons donc que ce muscle piriforme a une partie endopelvienne que nous représentons ici, et ensuite, ayant franchi le foramen ischiatique majeur, eh bien, ce sera la partie glutéale, dans le membre inférieur, au niveau de la région glutéale ou région fessière. Nous pouvons, une fois ce muscle placé, nous pouvons mettre les contours osseux qui restent visibles, donc ici, le bord supérieur de la grande incisure ischiatique, et puis les contours de l'incisure ischiatique jusqu'à l'épine ischiatique. Je vous ai dit, le muscle est en réalité beaucoup plus épais, mais pour des raisons pédagogiques, on laisse en place ici ces espaces pour mieux pouvoir y mettre les éléments qui y passent. Nous allons ensuite trouver le muscle obturateur interne qui
vient s'insérer au pourtour du foramen obturatum et sur la membrane obturatrice, en rappelant qu'il existe en avant un canal ostéofibreux qui est limité donc par l'os. Le contour du foramen obturatum est classiquement en forme d'anneau de clé, donc avec un décalage des bords, qui laisse donc ici une gouttière fermée par ce ligament qu'on peut appeler arcade tendineuse du canal obturateur ou arcade tendineuse du muscle obturateur interne, comme nous l'avons vu. Et donc ce muscle obturateur interne va venir ici s'insérer au pourtour du foramen obturatum et va avoir une forme triangulaire, comme nous l'avions vu, venant converger vers la petite incisure ischiatique. Donc voici ici les contours de ce muscle obturateur interne. Donc c'est une répétition, mais on dit que la répétition est la mère des études, repetitio est mater studiorum, et j'en suis convaincu. Donc ici, à force de refaire ces vues dans les différents cours, eh bien, c'est des choses qui doivent finalement devenir tout à fait évidentes pour vous. Voici ici donc les contours de cet obturateur interne qui a une forme triangulaire, avec des fibres qui, suivant les niveaux, peuvent être descendantes ou bien quasiment transversales. Elles sont obliques vers le bas, l'arrière, mais aussi le dehors, puisque je vous rappelle que cette partie ischiopubienne de l'os coxal est une plaque qui est perpendiculaire à la plaque de l'aile coxale, donc de l'aile iliaque, et donc qui est oblique vers l'arrière et le dehors, à peu près à 90 degrés, avec la partie supérieure, ce qui fait qu'au niveau de la partie moyenne de l'os, au niveau de l'acétabulum, eh bien, il existe un tour de spire d'environ 90 degrés entre les deux plaques, ce qui est tout à fait caractéristique et qui permet de venir délimiter notamment les détroits supérieurs, moyens et inférieurs. Voici donc ce muscle obturateur interne. Je vous rappelle qu'il est recouvert d'un fascia épais, fascia du muscle obturateur interne, et sur ce fascia vient notamment se présenter un renforcement qui est l'arcade du muscle élévateur de l'anus. Je ne le représente pas ici, nous n'en avons pas strictement besoin. Cela viendrait plutôt alourdir le schéma. Donc voici ici ce muscle obturateur interne qui converge vers la petite incisure ischiatique. Et là également, nous voyons que ce muscle va présenter un trajet intrapelvien que nous représentons ici, puis passant dans la petite incisure ischiatique, il va arriver dans la région glutéale, la région fessière, et à ce niveau, nous avons la jonction musculo-tendineuse. Pour glisser contre le bord de l'os, petite incisure ischiatique, il y a en général une bourse synoviale ou bourse séreuse à ce niveau, et le tendon va maintenant partir à 90 degrés, un angle de 90 degrés, un coude qui va l'amener, pour le tendon, à être oblique vers l'avant, le dehors et légèrement le haut, pour se terminer sur le grand trochanter, ce qui fait que c'est aussi un des muscles pelvis trochantérien. Voici ici les contours de la tubérosité ischiatique. C'est plus sur la face externe que l'on voit les irrégularités liées aux insertions tendineuses et en particulier des muscles ischio-jambiers. Ischio-ischion, jambier jusqu'au tibia ou la fibula. Nous pouvons encore placer les contours du ligament sacro-tubéral qui s'insère beaucoup plus haut sur le bord latéral du sacrum. Ce ligament est très puissant, épais, et sert également par sa face postérolatérale de surface d'insertion pour le muscle glutéal majeur. Voici ce ligament qui est postérieur et latéral par rapport au ligament sacro-épineux, comme nous l'avons vu. Et là aussi, ce ligament sacrotubéral vient, vous le voyez, délimiter au niveau de la petite incisure ischiatique maintenant, eh bien non plus une gouttière, mais un orifice de passage, c'est le foramen ischiatique mineur. On peut aussi dire parfois foramen ischiatique mineur, et on peut parfois parler de canal aussi à ce niveau. Nous pouvons également rappeler que ce ligament sacrotubéral a une prolongation qui va se faire ici le long du bord inférieur de la branche ischiopubienne. C'est ce qu'on appelle le ligament falciforme, et nous le reverrons.
Nous allons avoir besoin également, pour mettre les vaisseaux, donc c'est ce qu'on appelle la mise en place ici qui nous est nécessaire, nous allons avoir besoin de placer les éléments musculaires qui sont au-dessus de la ligne arquée, c'est-à-dire dans la cavité abdominale, en dessous de la ligne arquée, cavité pelvienne, au-dessus cavité abdominale, on va dire par définition. Nous pouvons placer ici, tendu entre l'épine iliaque antérieure et supérieure, et on le comprend mieux de face, sans doute qu'en vue de l'hémibassin droit, nous voyons ici le ligament inguinal tendu entre l'épine iliaque antérieure et supérieure, ici, épine iliaque antérieure et supérieure, et l'épine du pubis. Ce ligament inguinal est un faux ligament, puisqu'il est situé sur les parties d'un même os, et en fait, il s'agit du renforcement du bord inférieur de l'aponévrose du muscle oblique externe. Nous pouvons ici rappeler le repère L4, qui est donc le sommet de la crête iliaque, et qui est aussi le niveau de l'ombilic, et qui est aussi la bifurcation aortique, comme nous allons le voir dans un instant. Donc ligament inguinal qui vient ici délimiter avec le bord antérieur de l'os coxal qui est concave vers l'avant, eh bien un canal, c'est le canal fémoral dans lequel passent muscles, iliopsoas et les vaisseaux. Nous pouvons également placer la région de la paroi abdominale ici qui sera représentée par la ligne blanche, donc qui est placée entre les deux muscles droits de l'abdomen, entre les deux gaines des muscles droits de l'abdomen. Donc voici cette ligne blanche. De chaque côté, c'est donc muscle droit de l'abdomen, muscle droit, muscle gauche. Et en rappelant qu'au niveau de la ligne blanche, nous allons trouver au niveau de L4, donc du sommet de la crête iliaque, nous trouvons le niveau de l'ombilic. Ceci nous permet ensuite de placer le plan cutané, qui bien sûr sera plus ou moins épais suivant les individus. Ici, il n'est pas nécessaire de mettre quelque chose de très épais. Puis nous arriverons dans la région symphysaire. Vers l'arrière, ce seront ici les parties cutanées, glutéales, et nous ne complétons pas ce qui se passe au niveau du périnée. Ce sont là des dispositions qui sont communes chez l'homme et chez la femme, et donc qu'il est facile finalement de retenir. Ce n'est que les organes génitaux qui vont montrer une certaine différence. Nous pouvons placer donc dans la région abdominale le muscle iliopsoas. Ce muscle iliopsoas s'insère de T12 à L4, il ne s'insère pas sur L5, et nous le voyons ici, bleu-violet qui est là, nous le voyons ici donc s'insérer sur L4, il a un aspect fusiforme et va ici passer sous l'arcade inguinale. Voici ici ce fuseau du muscle psoas, qui est un muscle de section presque circulaire, et que nous voyons ici descendre depuis T12. Il est oblique vers le bas, vers le dehors et vers l'avant. Ce qui est très particulier, c'est qu'effectivement ce muscle est d'abord très postérieur contre le plan vertébral, alors qu'à la partie inférieure de l'abdomen, ce muscle se retrouve antérieur de par son obliquité. Et il vient ensuite franchir le bord antérieur de l'os coxal pour se terminer sur le petit trochanter, comme nous l'avons vu, et ce muscle est étudié à la fois dans le cours sur les parois de l'abdomen, parois postérieures de l'abdomen, et avec le membre inférieur, et notamment muscle moteur de la hanche et région du trigone fémoral. Voici ce muscle psoas, nous le représenterons tout à l'heure sur une autre vue antérieure, muscle psoas ici, qui est fusiforme et vient contourner les éléments. Au niveau du bord antérieur de l'os coxal, il vient former un coude à angle droit et va se recourber vers l'arrière et le dehors pour se terminer sur le petit trochanter. Et c'est là la terminaison commune du muscle iliopsoas sur le petit trochanter et le seul muscle qui s'y termine. Nous avons satellite du muscle psoas, d'où le nom de muscle iliopsoas en complet. C'est ici le muscle iliaque qui s'insère sur toute la surface interne de l'aile iliaque, ce qu'on appelle également la fosse iliaque interne, qui a un aspect triangulaire et dont les fibres viennent ici converger vers le bas, c'est le sommet du triangle,
pour se terminer sur un tendon commun, le tendon du muscle iliopsoas. Voici donc ces éléments au-dessus de la région. Eh bien, si nous regardons à présent les vaisseaux, nous allons commencer par le début, mais nous allons voir la bifurcation aortique. La bifurcation aortique se fait au niveau de L4, ici, L4, nous voyons l'aorte abdominale qui vient se bifurquer en deux branches. Ce sera une branche qui est une branche droite, une branche gauche. Donc nous aurons ici d'une part l'artère iliaque commune droite que nous verrons, l'artère iliaque commune gauche qui part de l'autre côté et que nous représenterons. Donc L4, bifurcation aortique, et nous voyons là l'artère iliaque commune qui vient ici se diriger vers le bas et nous le verrons qui se dirige aussi vers le dehors avec un angle d'environ 70 degrés entre l'artère iliaque commune droite et l'artère iliaque commune gauche. Donc voici le début de cette vascularisation pelvienne qui va venir de l'aorte et plus précisément du système des artères iliaques. Voici la bifurcation donc aortique qui est également en L4. Donc artère iliaque commune qui va au niveau du disque, on va mettre les disques d'ailleurs, ce sera plus facile, du disque intervertébral L5-S1 ou juste à la partie supérieure de l'articulation sacro-iliaque, va venir se diviser en artère iliaque interne et artère iliaque externe. Voici ici les disques intervertébraux avec l'annulus fibrosus en périphérie et le nucleus pulposus dans la région centrale, comme nous le connaissons. Voici ici le nucleus pulposus. Donc, cette artère iliaque commune va se diviser soit au niveau du disque intervertébral L5-S1, soit à la partie toute supérieure ici de l'articulation sacro-iliaque en deux branches. L'artère iliaque interne qui va rentrer, comme son nom l'indique, interne dans le pelvis, et donc que nous retrouverons. Et d'autre part, l'artère iliaque externe qui va poursuivre le trajet de l'artère, c'est-à-dire oblique vers le bas, le dehors et l'avant, satellite du bord inférieur du muscle psoas et venir passer sous le ligament inguinal pour arriver dans la région du trigone fémoral. Donc voici ici le système iliaque commune, iliaque interne qui pénètre dans le pelvis, c'est-à-dire passe sous la ligne arquée et le détroit supérieur, définition du pelvis, et d'autre part l'artère iliaque externe qui poursuit le trajet de l'artère iliaque commune et va donner l'artère fémorale. C'est ce que nous allons reprendre avec différents schémas à présent. Donc voici ici cette artère iliaque externe qui passe sous le ligament inguinal pour se trouver au niveau du trigone fémoral, c'est-à-dire nous sommes dans le membre inférieur. Ce sera l'artère du membre inférieur. Cette artère iliaque externe ne va pas donner de branche pour le pelvis, elle est au-dessus de la ligne arquée, ce seront quelques petites branches pour la paroi de l'abdomen. Nous allons trouver en particulier une artère qu'on appelle l'artère iliaque circonflexe profonde, qui a un aspect variable, avec des branches qui peuvent passer sous le psoas également, artère iliaque profonde, qui va vasculariser la paroi latérale du pelvis, notamment le muscle iliaque, artère iliaque profonde, ici, qui vient de l'artère iliaque externe. Nous sommes bien là dans l'abdomen. Et puis, nous allons trouver une artère qui est l'artère épigastrique inférieure, qui est tout à fait importante dans la topographie de l'abdomen. Nous ne représentons ici que son ébauche, artère épigastrique inférieure qui vient remonter vers la gaine du muscle droit de l'abdomen, donc de chaque côté, artère épigastrique inférieure, c'est-à-dire nous sommes là sur une artère pariétale abdominale. Et cette artère vient donc former une concavité vers le haut pour remonter dans la paroi et notamment au niveau de la gaine
du muscle droit de l'abdomen et donner des branches étagées. Donc voici ces deux premières branches, mais qui sont des branches pariétales et abdominales, qui sont en gros les seules de l'artère iliaque externe. C'est-à-dire que nous avons ici l'artère épigastrique inférieure et nous avons ici l'artère iliaque circonflexe profonde. Nous pouvons également évoquer que cette bifurcation entre l'artère iliaque commune et l'artère iliaque externe se fait avec un angle relativement aigu, ce qui est caractéristique sur des artériographies et aussi de face. C'est donc maintenant cette artère iliaque interne que nous allons étudier, c'est cette artère iliaque interne qui va venir vasculariser à la fois des éléments du membre inférieur, par les artères glutéales ou fessières, à la fois la paroi ici du pelvis et les viscères et organes génitaux. Nous pouvons encore évoquer une artère qui est grêle mais qui est très classique, qui naît de la bifurcation aortique et qui va descendre le long qui est impair et médiane, nous allons la revoir, qui descend le long des corps vertébraux, puis de la face antérieure du sacrum. C'est ce qu'on appelle l'artère sacrale médiane. C'est donc une branche ici pariétale, impair et médiane, nous allons la revoir, qui naît de la bifurcation aortique, qui est l'artère sacrale médiane, impair, donc unique, et sur la ligne médiane jusqu'à l'extrémité du coccyx. Voici donc cette artère sacrale médiane, petite artère, mais très caractéristique, notamment en dissection, artère sacrale médiane. Ici, nous la reverrons sur une vue antérieure où nous la comprendrons mieux. Effectivement, pour toutes ces structures du pelvis, il faut jouer avec plusieurs incidences. Uniquement sur un profil, c'est difficile, uniquement sur une face aussi, puisque les éléments sont contournés. Et c'est pour cela que nous allons construire à présent une deuxième vue. Nous la ferons incomplète, qui sera un bassin en vue de face. Nous ne ferons qu'une partie de ce bassin. On peut ici orienter les éléments. Donc l'avant de cette est bien sûr ici à gauche, avant. Nous avons le haut vers le haut. Et c'est ici un hémibassin, hémipelvis droit. Hémipelvis droit, la moitié droite du pelvis. Nous allons maintenant donc faire cette vue antérieure. C'est une vue que nous avons déjà pu voir à un certain nombre de reprises, où nous allons trouver les contours du détroit supérieur. Et puis, donc, il y a un aspect de cœur de carte à jouer, avec la base du sacrum, le promontoire, puis les contours ici de ce détroit supérieur qui vont nous mener vers l'avant à la région de la symphyse pubienne. Symphyse pubienne ici vers le bas et l'avant. Nous trouverons sur le côté les articulations sacro-iliaques avec le bord latéral du sacrum qui se rétrécit progressivement en allant vers le bas jusqu'à l'apex du sacrum et l'articulation avec le coccyx. Voici ici ces contours du sacrum jusqu'à son apex et le coccyx ici disparaît puisque nous l'avons dit, il vient se projeter sur la symphyse pubienne. Au niveau de ce sacrum, nous trouvons les lignes sacrées transverses, il y en a donc 4 puisqu'il y a 5 vertèbres sacrales, lignes sacrées ou sacrales transverses et à leur extrémité les foramènes sacrés ou sacro antérieurs au nombre de 4 également, lorsque le sacrum a une disposition normale avec 5 vertèbres sacrales. Je vous l'ai dit, il peut exister une variabilité. Puis nous allons représenter au-dessus la colonne vertébrale lombale. Nous ne distinguerons pas ici les disques des corps, c'est simplement schématique pour montrer des niveaux vertébraux. Donc cette colonne vertébrale où nous allons trouver ces différents niveaux, voici les contours de la colonne vertébrale lombale, donc sans placer les disques qui bien sûr participeraient à la hauteur de l'ensemble. Nous allons trouver ici L5, puis L4,
puis L3, puis L2, puis L1, et enfin ici nous aurons T12 et la partie basse de T11. Donc nous sommes ici sur T12, L1 jusque ici L5. Il y a des processus transverses, nous pouvons en présenter quelques-uns du côté gauche, ce n'est pas ici très important, et qui viennent augmenter de longueur classiquement jusqu'à L3, puis rediminuer ensuite, mais il existe aussi de nombreuses variations. Donc voici cette colonne vertébrale. Nous pouvons placer sur le côté, donc ici L4, le niveau de l'ombilic. Nous pouvons placer ici la crête iliaque qui va remonter jusqu'au niveau de L4, puis descendre vers l'avant pour aller jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure. Voici ici donc cette crête iliaque qui appartient à l'os coxal, bord supérieur de l'os coxal, c'est la partie iliaque ou ilium. Entre l'épine iliaque antérieure et supérieure et l'épine du pubis, nous voyons tendu le ligament inguinal. Ligament inguinal qui est donc oblique vers le bas et le dedans et qui vient former la limite entre le tronc et le membre inférieur, c'est-à-dire plus précisément ici entre la paroi abdominale et la région du trigone fémoral. Ce n'est pas un vrai ligament, nous l'avons dit, c'est le renforcement du bord inférieur de l'aponévrose du muscle oblique externe de l'abdomen. Et je vous rappelle, une aponévrose, c'est un tendon aplati. Attention, autrefois, aponévrose signifiait fascia, c'est-à-dire enveloppe d'un muscle. Aujourd'hui, c'est très précis dans la terminologie internationale. Un fascia, c'est l'enveloppe d'un muscle. Une aponévrose, c'est un tendon aplati. Ici, tendon aplati d'un des muscles larges, qui est le muscle oblique externe. Nous allons mettre également les éléments ici, juste du côté opposé. Nous pourrons mettre l'épine iliaque, on ne va pas tout remettre, mais on va remettre ici l'épine iliaque antérieure et supérieure, et on va placer ici le ligament inguinal du côté opposé. Voici ici le ligament inguinal du côté opposé, et qui nous marque cette division entre ce qui est paroi abdominale et ce qui est membre inférieur. Nous allons ici placer les contours du tronc, paroi abdominale, et puis en dessous, ce sont les contours de la région glutéale et de la région de la hanche. Nous allons placer un certain nombre d'éléments dont nous avons déjà parlé. Tout d'abord, le muscle iliopsoas. Le muscle psoas s'insère, nous l'avons dit, de T12 à L4, ne s'insère pas sur L5 par un système d'arcade fibreuse ou arcade tendineuse. Je ne rentre pas ici dans le détail, ceci est étudié avec la paroi abdominale. Et nous trouvons ce fuseau musculaire qui va ici venir descendre obliquement vers le bas, vers le dehors, mais aussi vers l'avant. Voici ici ce fuseau musculaire du muscle psoas. Nous voyons ce muscle psoas, comme nous l'avons indiqué, passer sous le ligament inguinal. Ce qui n'apparaît pas sur une vue frontale, c'est que ce muscle vient former à ce niveau un coude, à peu près à 90 degrés. C'est un coude harmonieux, c'est-à-dire ce n'est pas un angle aigu, c'est un angle qui se fait de façon convexe vers l'avant et progressive. Eh bien, cet angle de 90 degrés fait que le muscle qui allait donc vers l'avant, vers le bas et vers le dehors, formant ce coude à 90 degrés, se retrouve à aller vers l'arrière et le bas et se termine sur le petit trochanter. Donc c'est le seul muscle qui vient se terminer sur ce petit trochanter par un tendon puissant. Voici ici le muscle psoas que nous voyons maintenant de face. Et nous pouvons placer le muscle iliaque qui était caché puisque nous étions ici en enfilade. Ce muscle iliaque est très différent puisque c'est une nappe musculaire qui est triangulaire, aplatie, et qui vient s'insérer sur cette région de l'os coxal et de l'aile iliaque. Et les fibres viennent converger vers le muscle psoas pour se terminer sur un tendon commun.
Voici ici ce muscle iliaque. Nous sommes là au-dessus du détroit supérieur et nous sommes donc là dans la cavité abdominale. Excusez-moi. C'est donc ici la paroi postérolatérale de la cavité abdominale avec le muscle donc ilio-psoas. Voici cet élément et nous allons en profiter pour montrer ce qui se passe au niveau du membre inférieur, du trigone fémoral, parce que ceci sera directement lié à l'exploration des éléments vasculaires qui nous intéressent ici. Nous allons trouver, d'un point de vue musculaire et d'un point de vue paroi, nous allons trouver le trigone fémoral. Trigone fémoral donc, que l'on étudie avec le membre inférieur, qui est délimité trigone avec un triangle en superficie. 1, le ligament inguinal, épine iliaque antérieure et supérieure, épine du pubis. 2, ce sera le muscle sartorius qui s'insère sur l'épine iliaque antérieure et supérieure et traverse en diagonale la face antérieure de la cuisse, muscle rubané ici, donc qui s'insère sur l'épine iliaque antérieure et supérieure. C'est le muscle le plus long de l'organisme, puisque il a un trajet spiralé, va venir rejoindre la région du genou et mesure à peu près, on dit 42 cm de hauteur, c'est le plus long. S'il était rectiligne, il serait bien sûr moins long qu'un muscle spiralé. Voici ici donc ce muscle sartorius, qui est la deuxième limite du trigone fémoral. Et le troisième côté du trigone fémoral sera le muscle gracile, ou suivant les auteurs, le muscle long adducteur. J'essaye de trouver de l'ocre. Oh, voilà. Voici ici donc le muscle gracile avec un tendon que l'on sent sous la peau. C'est un des muscles adducteurs. Voici ici le muscle gracile qui vient former le troisième côté du trigone fémoral, avec donc cet aspect ici de triangle que l'on étudie avec le membre inférieur. Nous avons donc ici ces éléments et nous sommes maintenant dans le trigone fémoral où nous trouverons le passage d'éléments vasculaires comme nous le verrons dans un instant. Sur le côté, nous représenterons les éléments comme s'ils étaient recouverts par le fascia de la cuisse que nous aurions ouvert, qui est ici le fascia lata. Donc nous sommes là sur une région extrêmement superficielle du membre inférieur. Nous allons maintenant donc pouvoir placer les vaisseaux, et c'est ici l'aorte abdominale. L'aorte abdominale va faire suite à l'aorte thoracique au niveau de la région ici de ce hiatus médian qui est formé entre les piliers droit et gauche du diaphragme et qu'on appelle le ligament arqué médian et qui se projette ici au niveau de T12. Sur cette arcade vient s'insérer le diaphragme au-dessus, dont je ne parle pas ici. Et nous voyons passer dans cette région ostéofibreuse eh bien, l'aorte abdominale, qui a un calibre d'environ 12 mm, et qui, au niveau de L4, va venir se bifurquer en artère iliaque commune, droite et gauche, et que nous pouvons représenter ici. Voilà la bifurcation, et on dit classiquement que l'angle est de 70 degrés entre le côté droit et gauche, donc c'est moins qu'un angle droit. Voilà ici l'axe de l'artère iliaque commune droite qui va passer sous le ligament inguinal et donner l'artère fémorale. Nous pouvons placer ici également eh bien, le côté gauche qui va passer sous le ligament inguinal pour former l'artère fémorale. Donc voici ici cette aorte abdominale. C'est ici la bifurcation aortique au niveau de L4 qui est donc quelque chose de tout à fait important. Et nous trouvons ensuite eh bien, l'artère iliaque commune droite et gauche. Au niveau du disque L5-S1 ou de la partie supérieure ici de la jonction de l'articulation sacro-iliaque, nous allons trouver eh bien, la terminaison de l'artère iliaque commune en deux branches, l'artère iliaque externe qui longe le bord inférieur du muscle psoas, artère iliaque externe,
que voici, et d'autre part l'artère iliaque interne qui va descendre verticalement vers le bas et légèrement vers le dehors ici. Donc voici cette terminaison de l'artère iliaque commune en artère iliaque interne et artère iliaque externe. Nous pouvons ici montrer que cette artère iliaque externe, qui a abandonné juste quelques petites branches, l'épigastrique inférieure et l'artère iliaque circonflexe profonde, vient passer sous le ligament inguinal, et ceci est très important d'un point de vue clinique, au milieu du ligament inguinal, à mi-longueur du ligament inguinal. Et là, eh bien, c'est le même tuyau, mais qui vient changer de nom. C'est ici l'artère fémorale. Donc c'est le même tuyau, c'est l'artère fémorale. L'intérêt, c'est qu'ici, nous avions quelque chose qui était très profond et postérieur, la bifurcation aortique, et que là, nous sommes sur quelque chose d'extrêmement superficiel, c'est l'artère fémorale, dont on sent bien le pouls. Donc, voici ici ces éléments. On peut augmenter un tout petit peu les contours en surlignant. Aorte abdominale, bifurcation aortique, artère iliaque commune, artère iliaque externe, cette artère iliaque externe qui change de nom ici pour former l'artère fémorale. Artère iliaque commune qui vient ici se diviser en deux branches, l'artère iliaque interne qui va rentrer dans le pelvis et que nous allons voir maintenant en détail, artère iliaque externe ici. Nous pouvons représenter également les éléments du côté opposé, ce qui nous servira pour quelques éléments. Voici l'artère iliaque externe, l'artère iliaque interne, artère iliaque externe qui viendra donc donner l'artère fémorale dont on sent le pouls. L'artère fémorale, c'est environ 9 mm de diamètre, c'est-à-dire que c'est une très grosse artère avec un débit important. Et bien sûr, une blessure à ce niveau est quelque chose qui engage le pronostic vital, car très rapidement, vous pouvez perdre beaucoup de sang, notamment jusqu'à 1 litre, et avoir un désamorçage de la pompe cardiaque. Voici ici donc cette aorte abdominale, cette artère iliaque externe qui est bien dans la cavité abdominale, on est au-dessus du T3, et l'artère iliaque interne qui va nous intéresser ici à présent. Donc, voici ces éléments, et c'est bien cette artère iliaque interne, qu'on appelait aussi autrefois artère hypogastrique, qui va venir être responsable de cette vascularisation. Nous allons ici évoquer qu'il existe d'autres branches qui vont pouvoir venir dans la région. Nous allons les mettre en orange pour les distinguer, et ceci nous permet finalement de placer également d'autres branches dans cette région. Au niveau de L2, on peut commencer tout à fait en haut. Au niveau de T12, nous allons trouver la naissance du tronc cœliaque, donc une des artères digestives que je mets ici, donc tronc cœliaque en T12. Ceci est étudié avec l'abdomen. Puis nous trouvons en L1 la naissance de l'artère mésentérique supérieure. Puis nous trouvons en L2 la naissance des artères rénales droite et gauche. Artère rénale droite et gauche. Nous referons un petit schéma de cela. C'est ici pour l'instant de la topographie. Et nous allons trouver en L2 également une artère de chaque côté, qui est ce qu'on appelle l'artère gonadique. Gonade, c'est testicule chez l'homme, ovaire chez la femme. Et donc ce ne sont pas des glandes, ce sont des gonades, c'est-à-dire avec des cellules sexuelles, cellules gonadiques. Donc nous allons trouver à ce niveau les artères gonadiques droite et gauche que nous allons mettre en orange. Pour montrer qu'il y a ici un autre rapport vasculaire, et ces artères gonadiques, c'est-à-dire artère testiculaire chez l'homme, artère ovarique chez la femme, artère gonadique ici, artère gonadique, donc droite et gauche, droite-gauche, c'est-à-dire soit testiculaire chez l'homme, soit gonadique chez la femme, testiculaire chez l'homme, et ovarique chez la femme, l'ovaire. Artère testiculaire ou artère ovarique. On peut dire ovarienne, mais comme en latin c'est ovarica et que ça correspond aussi au terme anglais, on dit ovarique en français. Nous trouvons ici ces artères qui naissent à droite et à gauche, et
ces artères gonadiques naissent au niveau de L2. Je les représente en orange et vont avoir un trajet différent chez l'homme et chez la femme, comme nous pourrons le redire. Voici ici la naissance des artères gonadiques au niveau de L2. Nous les reprendrons tout à l'heure. Et puis, nous verrons qu'il y a encore un autre système qui vient de l'artère mésentérique inférieure qui naît au niveau de L3. Donc, c'est ici cette succession classique des artères intestinales, le tronc cœliaque en T12 pour l'estomac, le foie, le pancréas, la rate. Nous trouvons ensuite l'artère mésentérique supérieure AMS qui naît en L1, puis nous trouvons l'artère mésentérique inférieure qui naît en L3. Tronc cœliaque T12, artère mésentérique L1, artère mésentérique supérieure L1, artère mésentérique inférieure L3 et les artères gonadiques en L2 que nous avons mis ici donc en orange. Nous avons ici les différents éléments qui nous permettent de comprendre les structures. Nous allons encore sur cette vue placer le muscle piriforme qui s'insère donc au pourtour du deuxième et troisième foramen sacro-antérieur. Nous pouvons également placer le ligament ici sacro-épineux qui va rejoindre la région de l'épine sciatique comme nous l'avions vu sur les vues antérieures articulaires et osseuses du pelvis. Et nous avons là ce muscle piriforme qui s'engage dans cette région et que nous voyons maintenant de l'avant avec un canal suprapiriforme et un canal infrapiriforme. Muscle ici, piriforme, que nous voyons partir. Voilà pour ces éléments. Nous pouvons encore faire une dernière vue qui reprendra quelques-uns de ces éléments, mais qui nous permettra de compléter des choses, qui sera plus schématique et qui est de l'ordre d'une artériographie. Donc c'est vraiment quelque chose de très schématique, où nous aurons ici l'artère, le gros tronc artériel de l'aorte abdominale que nous prendrons simplement ici en agrandi. Voici ici cette aorte abdominale qui est passée donc au niveau de T12 sous le ligament archémédian, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hiatus aortique. Ici donc T12. Nous avons ici les contours et au niveau de L1, nous voyons la naissance, de L2, nous voyons la naissance des artères rénales, droite et gauche, qui sont de volumineuses artères et que nous pouvons placer ici. Donc L2, ce sont les artères rénales. Artères rénales, droite et gauche, ici. Au niveau sous-jacent, nous allons trouver donc le tronc cœliaque qui est né au niveau de T12 et va donner 3 branches, artère hépatique, artère hépatique commune, artère gastrique gauche et artère splénique. Voici ici le tronc cœliaque, donc au niveau de T12, tronc cœliaque. Et en L1, nous trouvons l'artère mésentérique supérieure. Donc ici, tronc cœliaque et artère mésentérique supérieure en L1. L2, artère rénale. Et en L2 également, nous allons voir partir les artères gonadiques, c'est-à-dire testiculaires ou ovariques, dont nous allons reparler dans un instant. Puis nous arrivons ici à la bifurcation aortique en artère iliaque commune, droite et gauche, avec un angle d'environ 70 degrés entre les deux côtés. Voici ici donc la bifurcation aortique, les artères iliaques communes que nous avons vues. Ces artères iliaques communes, juste au-dessus de la bifurcation, nous allons mettre ici l'artère mésentérique inférieure. Artère mésentérique inférieure, c'est le niveau L3, comme on l'a vu avec l'abdomen et en anatomie générale. Et nous pouvons placer ici, que nous remettrons sur la vue plus loin, l'artère sacrale médiane. On va tout de suite aller la mettre ici. Donc, artère sacrale médiane, qui est impaire et médiane, et que nous avons figuré sur la coupe, et qui va descendre ici jusqu'à la région du
coccyx. Nous pouvons mettre ici le ligament symphysaire. Artère sacrale médiane, qui est un vestige embryologique d'une artère caudale, donc qui allait jusque vers la queue, qui est ici atrophique. Artère sacrale médiane, qui est une artère donc pariétale qui descend sur la paroi postérieure du pelvis. Nous avons ensuite la bifurcation en artère iliaque externe, artère iliaque interne. C'est un angle relativement aigu, comme nous l'avons dit, et voici cette bifurcation. Nous avons ensuite la prolongation vers la région de l'artère fémorale. Voici ici iliaque interne, iliaque externe. Nous avons comme élément de repère toujours le ligament inguinal, que nous allons mettre ici très schématiquement. Voilà ce ligament inguinal. Et l'artère passe donc à mi-largeur, mi-longueur du ligament inguinal. Cette artère, qui était l'artère iliaque externe, devient donc l'artère fémorale. C'est là où l'on en palpe le pouls, et c'est donc un reflet de ce qui se passe au niveau profond, au niveau de la bifurcation aortique. Donc ici, nous sommes bien sur l'artère iliaque commune, artère iliaque commune, artère iliaque externe, artère iliaque commune qui donne artère iliaque externe, artère iliaque interne. Et ici, eh bien, c'est l'artère fémorale qui sera l'artère principale, et de loin, du membre inférieur. Artère fémorale qui va descendre ici dans le membre inférieur, artère fémorale, dont on sent le pouls, comme on l'a vu en superficie. Ce qui est intéressant, c'est que cette artère fémorale étant très superficielle, on peut aller y mettre une sonde ou une voie de type chirurgie endovasculaire ou imagerie interventionnelle. Puisque l'artère est très superficielle, on fait une incision, on rentre ici un cathéter ou une sonde et l'on peut aller passer dans des artères du pelvis pour faire de l'interventionnel ou donc de l'endovasculaire. On peut également, eh bien, par cette voie fémorale, remonter, aller cathétériser une artère mésentérique inférieure, supérieure, remonter plus haut jusqu'à la crosse de l'aorte et aller dans des carotides et jusque des artères cérébrales. C'est la voie classique et c'est ce qu'on appelle ici la voie de Seldinger, qui est donc la voie classique maintenant de tout ce qui est endovasculaire. C'est quelque chose qui a été décrit dans les années 50 et avec la voie et sonde de Seldinger ou Seldinger qui permet ici par un abord fémoral eh bien, d'aller emboliser par exemple ou traiter une tumeur en allant vers des éléments donnés ou faire une artériographie sélective. Donc ceci est tout à fait important, cet accès possible par le niveau fémoral. Comme nous l'avons dit, il va y avoir des apports supplémentaires. Nous allons ici placer le ligament inguinal du côté opposé et nous pouvons placer la région du canal inguinal dont nous plaçons ici juste l'orifice. Et ce canal inguinal, je vous rappelle, chez la femme, ne va pas présenter un élément important, c'est le ligament rond de l'utérus, qui est une forme fibreuse en quelque sorte, alors que chez l'homme, nous avons ici à voir le cordon spermatique qui va donc aller jusqu'au niveau du scrotum, cordon spermatique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette artère gonadique, comme nous l'avons vu, eh bien, vient naître très haut, au niveau de L2, artère gonadique, testiculaire chez l'homme et ovarique chez la femme. Eh bien, cette artère est d'abord rétropéritonéale, va descendre ici finalement satellite globalement de l'urètre, puis va venir s'engager dans le canal inguinal pour pouvoir aller dans la région testiculaire. Donc c'est ici une artère qui chez l'homme est extrêmement longue, puisque la gonade a fait une migration pour aller en extra-abdominal vers le scrotum. Donc ici, artère testiculaire qui vient de L2, et ceci pour des raisons embryologiques, puisque vous savez qu'il y a des rapports entre
vous l'avez vu, on l'a vu en anatomie générale, des rapports entre les ébauches embryologiques du rein, le rein qui est ici bien en L2, voici les artères rénales, ébauche embryologique du rein et du testicule, notamment avec l'ébauche qu'on appelle le mésonéphros. Donc voici cette très longue artère testiculaire. Donc il ne faut pas oublier qu'on a là ici quelque chose qui appartient aux organes génitaux externes, mais qui a une vascularisation qui remonte extrêmement haut des deux côtés. Chez la femme, eh bien, c'est différent puisque l'ovaire arrête sa migration dans la cavité abdominale et l'ovaire sera intrapelvien ici sous le détroit supérieur et donc l'artère ovarique sera longue, elle vient de L2 mais beaucoup moins que l'artère testiculaire. Donc ici artère gonadique avec cet aspect différent chez l'homme et chez la femme, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il y a un autre apport qui est particulier et qui vient d'assez haut. Cet apport, nous le mettrons en rose. Et cet apport, je réfléchis si le rose est une bonne idée, on va le mettre peut-être en orange aussi. C'est ici, non, on va le mettre en rose. Nous avons ici un apport qui va se faire par l'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique inférieure est l'artère du côlon gauche, l'artère du côlon sigmoïde, et le côlon sigmoïde nous amène au rectum. Eh bien, nous allons le revoir tout à l'heure, il y a les 2/3 du rectum sont vascularisés par des artères qui viennent de l'artère iliaque interne, alors que la partie proximale du rectum sera vascularisée par l'artère mésentérique inférieure qui naît au niveau de L3. Donc L3, je mets ici en rose, c'est l'artère mésentérique inférieure, et cette artère mésentérique inférieure vient donc donner des branches pour le côlon gauche et va ici, par ces dernières branches, donner des éléments pour le rectum. Ce sera ce qu'on appelle les artères rectales supérieures. Donc là aussi, quelque chose qui vient de haut et qui est une particularité, c'est une exception au niveau du pelvis, le testicule chez l'homme, l'ovaire chez la femme et le rectum ici chez l'homme et chez la femme avec une branche ici de cette artère mésentérique inférieure qui vient vasculariser, on l'a dit, le côlon gauche, hémicolon gauche, qui vient vasculariser le côlon sigmoïde et qui vient vasculariser le rectum, artère rectale supérieure. Nous le reverrons aussi avec, bien sûr, l'étude du rectum. Voici ces éléments qui sont importants de source vasculaire et que nous ne verrons pas sur la vue de l'hémibassin droit que nous avons construit. Donc ceci jusqu'au niveau testiculaire où nous le retrouverons. Donc nous sommes maintenant concentrés sur cette artère iliaque interne qui va être l'artère du pelvis et qui va présenter de nombreuses branches que l'on peut classer en branches pour la région glutéale, pour la région fessière, donc qui est postérolatérale, en branches pariétales du pelvis, muscle de la paroi, haut de la paroi, et ensuite en artère pelvienne, viscérale proprement dite. Il existe, les branches terminales sont en gros constantes. Il faut une artère pour la vessie, il faut des artères pour le rectum. En revanche, leur naissance peut se faire finalement de façon très variable. L'important, il est qu'il y ait un tronc d'apport, artère iliaque interne, et qu'il y ait la branche terminale. Entre les deux, il peut quasiment se passer un peu n'importe quoi, du moment que le sang circule. Et ceci fait qu'il y a de nombreuses variations individuelles, et ce que je représente ici est une disposition, est-ce qu'on peut dire moyenne? On va dire que c'est une disposition classique qui, à mon avis, permet de bien retenir les choses. Ça correspond environ à 50% des gens, c'est-à-dire la moitié des gens qui ont cette disposition, et puis nous trouvons plein d'autres dispositions différentes. Donc, ce que je décris là est une disposition classique, mais si vous ouvrez des livres, vous pourrez trouver une organisation différente qui ne sera pas fausse, mais qui correspondra à des variations. Alors, nous allons voir que cette artère iliaque interne, vous voyez, descend verticalement dans le bassin,
et légèrement oblique vers l'arrière et le dehors. Et en fait, cette artère va présenter deux troncs, un tronc postérieur qui va être un tronc pariétal et qui va venir s'engager dans le canal suprapériforme. Ça, c'est le tronc postérieur de l'artère iliaque interne. Ce tronc postérieur peut donc être considéré comme un tronc pariétal. Et ce tronc pariétal va passer, cette artère, ce tronc postérieur, passe dans le canal suprapériforme et là change de nom pour former ce qu'on appelle l'artère glutéale supérieure. Donc, tronc postérieur de l'artère iliaque interne qui vient former l'artère glutéale supérieure. Nous pouvons retrouver ici cet aspect avec le tronc postérieur qui vient ici s'engager dans le canal suprapériforme pour former l'artère glutéale supérieure. L'origine est bien intrapelvienne, mais la terminaison se fait au niveau glutéal, comme on le reverra avec les nerfs, et notamment le nerf ischiatique, bien sûr. Ce tronc postérieur de l'artère iliaque interne va venir présenter un certain nombre de branches pariétales. C'est tout d'abord ce qu'on appelle l'artère ilio-lombale. C'est une artère qui remonte vers le haut, artère ilio-lombale, c'est-à-dire une artère qui va venir vasculariser la région lombaire basse et la région de l'aile iliaque et du muscle iliaque. Artère ici ilio-lombale. Artère ilio-lombale qui est une artère pariétale pour la région lombaire et iliaque, ilio-lombale ici. Puis, donc ici on a dit c'est l'artère glutéale supérieure qui vient passer dans le canal suprapériforme. Et nous allons trouver, venant de ce tronc postérieur, une artère sacrale latérale. Artère sacrale latérale, il y en aura à présent une droite et gauche qui va ici cheminer donc le long du bord latéral du sacrum et du coccyx. Artère sacrale latérale qui donne des branches notamment pour les racines des nerfs spinaux également, en plus de la paroi, os et muscles. Artère sacrale latérale, donc droite et gauche, et nous avions vu qu'il existait donc cette artère sacrale médiane, donc qui est au milieu impair et médiane. Voici ces branches du tronc postérieur classique, l'artère glutéale supérieure qui s'engage dans le canal suprapériforme et va vers la région fessière ou glutéale, artère ilio-lombale qui remonte, artère sacrale latérale qui vient ici sur la partie latérale du sacrum. Et nous allons maintenant trouver un tronc antérieur de l'artère iliaque interne, et ce tronc antérieur va être principalement le tronc viscéral. Nous trouvons donc un certain nombre de branches, le trajet global est identique, mais le niveau de naissance des branches et le fait qu'elles soient fusionnées ou dédoublées est variable suivant les gens. Donc globalement, cette artère, ce tronc antérieur ici, va descendre verticalement vers le bas, légèrement vers l'arrière, et va venir s'engager dans le canal infrapiriforme. Voilà ici ce tronc antérieur qui vient descendre verticalement, légèrement vers l'arrière, et qui s'engage dans le foramen infrapiriforme. C'est ici le tronc antérieur, dans la description classique, tronc antérieur de l'artère iliaque interne. Et nous passons là dans le canal infrapiriforme. Je vous rappelle qu'on a augmenté la taille des espaces. De ce tronc antérieur, donc viscéral, nous allons voir naître, le plus souvent comme première branche, l'artère ombilicale. Cette artère ombilicale est bien sûr fonctionnelle tant que le cordon ombilical existe et va s'obturer, va devenir fibreuse chez l'adulte, formant le reliquat fibreux de l'artère ombilicale, et ceci va bien sûr remonter vers la paroi abdominale jusqu'à l'ombilic. C'est fonctionnel chez le fœtus. À la naissance, à la ligature du cordon ombilical, eh bien, une partie de cette
artère ombilicale s'obture. Parfois, cette artère ombilicale peut donner des branches pour la vessie, des artères vésicales supérieures. Voici donc ici l'artère ombilicale qui vient ensuite se poursuivre chez l'adulte par un trajet fibreux, caractéristique, qui forme un cordon que l'on voit bien sur la paroi abdominale, qui remontera ici sur les côtés et qui est une description classique. Artère ici ombilicale. Puis nous allons trouver l'artère obturatrice. L'artère obturatrice naît de cette artère iliaque interne et va, comme son nom l'indique, s'engager dans le foramen obturateur. Voici ici l'artère obturatrice. S'engageant dans le foramen obturateur et dans le canal obturateur, elle va apparaître de l'autre côté en exopelvien et arriver dans la région profonde du trigone fémoral qu'on appelle la région obturatrice. Donc cette artère obturatrice a un trajet intrapelvien et va surtout avoir une destinée pour le membre inférieur au niveau de la région profonde du trigone fémoral. C'est ce qu'on appelle la région obturatrice. Puis nous allons trouver des artères qui sont des artères vésicales supérieures, moyennes parfois et inférieures, artères vésicales en tout cas supérieures et inférieures, qui naissent ici de ce tronc antérieur et qui vont descendre sur les côtés, à droite et à gauche, de la vessie, où nous les retrouverons, ceci chez l'homme et chez la femme, artères vésicales supérieures, parfois moyennes, et inférieures, qui viennent ici du haut. Artères vésicales. Donc c'est bien ici destinée viscérale, et nous reverrons bien sûr par la suite le cours sur la vessie, où nous retrouverons ces artères. Artère obturatrice, ici obturatrice, artère ici vésicale. Puis nous allons trouver des artères qu'on appelle les artères génitales. Artères génitales, ceci étant générique pour l'homme et la femme, comme pour les gonadiques. Chez l'homme, gonadique testiculaire, chez la femme, gonadique ovarique. Ici, artère génitale, c'est-à-dire chez la femme, ce sera l'artère utérine que nous étudierons avec l'utérus et qui est bien sûr extrêmement important et qui va devoir présenter un développement particulier lors de la grossesse puisque l'utérus augmente de taille de façon considérable. Donc, nous allons trouver ces artères génitales qui sont derrière les artères vésicales. Artère génitale, c'est l'artère utérine très importante chez la femme, pour l'utérus et les annexes, et chez l'homme, c'est ce qu'on appelle l'artère déférentielle, qui est beaucoup plus réduite, mais qui aura un trajet très long, puisqu'elle va venir accompagner le conduit déférent, comme son nom l'indique, artère déférentielle, et aller être une autre source de vascularisation du testicule. Donc ici, les artères génitales. Et nous voyons donc maintenant ce tronc antérieur de l'artère hypogastrique qui sort de la cavité pelvienne par le foramen infrapiriforme. Et particularité, contrairement à d'autres éléments, eh bien ici, ce tronc va donner une branche pariétale, qui est l'artère glutéale inférieure, qui va partir ici donc vers la région glutéale, la région fessière, mais c'est l'essentiel du tronc, ici, de cette artère iliaque interne, vient sortir par le foramen infrapiriforme au-dessus du ligament sacro-épineux, mais re-rentrer dans la cavité pelvienne en dessous. Donc c'est quelque chose d'un trajet tout à fait particulier. On ressort un court instant pour revenir dans le pelvis, longeant ici le bord antéro-supérieur du ligament sacro-tubéral, puis venant se recourber quasiment à angle droit pour longer le bord inférieur de la branche ischio-pubienne et passer sous la symphyse pubienne. Là, l'artère change de nom et ça devient l'artère pudendale, ou artère pudendale interne. On dit aussi artère honteuse interne. Artère pudendale interne, c'est le même tuyau que le tronc antérieur de l'artère iliaque interne. Artère iliaque interne au-dessus du foramen infrapiriforme, et lorsque l'on re-rentre, c'est l'artère pudendale, artère honteuse interne.
artère pudendale, artère honteuse interne ici, que nous voyons présenter un coude quasiment angle droit au niveau de la tubérosité ischiatique. De cette artère pudendale interne, poursuite du tronc antérieur de l'artère iliaque interne, vont naître différentes branches, et c'est tout à fait logique, c'est une question vraiment de topographie. Qu'est-ce qu'on va trouver ici dans la région postérieure? Eh bien, on va trouver le rectum, ce qui fait qu'on va trouver une artère rectale moyenne, une artère rectale inférieure, qui ira jusqu'au niveau du canal anal, artère rectale moyenne et artère rectale inférieure. Nous les reverrons bien sûr avec chacun des organes lorsque nous ferons le rectum, la vessie, l'utérus. Artère rectale supérieure, artère rectale inférieure, et donc qui iront jusqu'au niveau du canal anal. Voici donc ces artères rectales, supérieure, artère rectale moyenne. Je vous ai dit la supérieure vient de la mésentérique inférieure, nous le redirons, rectale moyenne, rectale inférieure, qui va aller jusqu'au niveau du canal anal. Puis, nous allons arriver dans la région du périnée. Et donc, nous allons trouver des branches périnéales, donc notamment pour les muscles du périnée, artères périnéales ici qui vont remonter ou descendre, donc des branches qu'on appelle artères périnéales ici, qui vont vasculariser le périnée d'un point de vue essentiellement musculaire et cutané. Nous allons ensuite avoir des artères qui seront des artères, ou une artère qui sera l'artère urétrale. Cette artère urétrale va remonter, et donc l'urètre naît à la partie basse de la vessie. On a vu les artères vésicales supérieures et inférieures. L'artère urétrale vient, elle, du bas, et remonte vers le col de la vessie, où nous la reverrons bien sûr avec l'organe. Artère ici urétrale, ici ce sont les artères périnéales. Artère urétrale qui remonte, et bien sûr entre les deux nous aurons la vessie, artère vésicale, artère urétrale. En arrière de la vessie, vagin et utérus, c'est l'artère génitale, artère utérine. Chez l'homme, le conduit différentiel. Puis nous allons trouver, descendant vers le bas, une artère qui, chez l'homme, est l'artère scrotale, c'est-à-dire une artère qui va aller vers le scrotum, les bourses, artère scrotale, et l'homologue chez la femme est ce qu'on appelle artère labiale, labia étant désignant les lèvres, donc artère labiale chez la femme, grande lèvre, éventuellement petite lèvre, et ici, chez l'homme, donc scrotale. Chez la femme, nous sommes sur les artères labiales. Artère du scrotum ou artère des grandes lèvres au niveau de la vulve chez la femme. Puis, nous allons trouver une branche que l'on appelle l'artère prévésicale. Et cette artère prévésicale va donc remonter en avant de la vessie. La vessie est en arrière de la symphyse. Voici cette artère prévésicale. Artère prévésicale qui va remonter en avant de la vessie. Puis nous arrivons maintenant, vous le voyez, sous la symphyse. C'est toujours l'artère pudendale interne, mais qui devient maintenant dans un trajet sous-symphysaire et qui vient se terminer chez l'homme par l'artère dorsale du pénis, que nous retrouverons bien sûr avec le pénis, artère dorsale du pénis, et chez la femme, l'homologue est l'artère dorsale du clitoris. Bien entendu, étant donné le volume conséquemment plus développé du pénis chez l'homme, l'artère dorsale du pénis sera plus importante chez l'homme et très importante aussi sur le plan fonctionnel pour l'érection. Voici ici donc l'artère dorsale du pénis, artère dorsale du pénis ou artère dorsale du clitoris. Et enfin, nous trouvons une petite branche qui remonte ici de ces éléments qu'on appelle l'artère pré-symphysaire. Artère pré-symphysaire. Donc, nous avons là l'ensemble de ces branches classiques. C'est simple puisqu'il y a des branches pour la région glutéale, artère glutéale supérieure, c'est le tronc postérieur de l'artère, artère glutéale inférieure qui vient toujours ici passer dans le foramen infrapériforme. Ce sont des branches pariétales,
ilio-lombale, artère sacrale latérale, artère périnéale, et puis ensuite, il suffit de penser aux différents organes, des artères vésicales, artères génitales, artères rectales, artères urétrales, artères du pénis ou du clitoris. Voilà donc pour cet arbre vasculaire. L'avantage que nous avons, c'est que les veines vont exactement être superposées. Très souvent, il y a en revanche 2 veines pour une artère, et même encore plus souvent, il y a un aspect de plexus veineux, c'est-à-dire plusieurs veines qui viennent s'anastomoser autour d'une artère, ce qui complique la chirurgie. La chirurgie pelvienne est plus difficile par les blessures veineuses qui vont saigner et qui sont insidieuses. La paroi est aussi plus difficile à suturer et à repérer. La rupture sur une artère, c'est facile, vous avez le pouls et vous avez donc un jet de sang qui pulse et qui sort, de sang rouge, alors que le flux veineux est quelque chose qui va monter de façon insidieuse, c'est plus difficile de repérer le niveau. Voici donc pour ces éléments, nous allons maintenant reprendre quelques petits points de détail. Donc ici, nous avons le tronc qui vient former l'artère glutéale supérieure, et nous aurions ici eh bien, le tronc antérieur qui descend vers la région du pelvis, tronc antérieur. Nous allons faire un petit agrandi que nous reverrons sans doute avec d'autres éléments. C'est ce qui se passe ici dans la partie basse contre la branche ischio-pubienne. On va faire ici un petit repère. Donc on va faire ici une coupe très schématique de ce qui se passe ici, une coupe frontale. Eh bien, à ce niveau, nous avons la branche ischio-pubienne que j'agrandis. Voici la branche ischio-pubienne. On est sur l'os, branche ischio-pubienne, et au-dessus de la branche ischio-pubienne, nous avons le foramen obturatum avec la membrane obturatrice. Nous avons aussi, donc on peut représenter cette branche ischio-pubienne, il y a de l'os compact en périphérie, c'est assez résistant à la branche ischio-pubienne, et au centre, nous allons trouver de l'os spongieux. Nous allons trouver également dans la région la section du muscle obturateur interne. Je reprends la même couleur ici en rose. Voici ici l'obturateur interne qui, nous l'avons dit, vient s'insérer en partie sur la membrane obturatrice aussi. Voici le muscle obturateur interne. Ce muscle obturateur interne présente un fascia important, ici, sur lequel on aura l'arcade du muscle élévateur de l'anus. Vers le bas, nous avons ce prolongement ici qu'on appelle prolongement falciforme du ligament sacrotubéral. Si l'on représente les éléments ici, la symphyse, la branche ischio-pubienne, la tubérosité ischiatique, eh bien, ce ligament sacrotubéral, ici, voici son développement, on va dire, principal, ligament sacrotubéral, eh bien, il vient présenter ici un prolongement falciforme, donc falciforme en forme de faux, qui remonte ici le long du bord inférieur de la branche ischio-pubienne. Donc, voici ce ligament falciforme en forme de faux, et ce ligament falciforme vient présenter un dédoublement qui vient former un canal ostéofibreux. Ce dédoublement va être situé ici. Donc, on a en fait les tissus fibreux, on les distingue ici de façon relativement artificielle. En pratique, sur le vivant, les tissus fibreux sont en continuité. Il n'y a pas de séparation, sachant qu'on a aussi le périoste. Donc, bien sûr, ce qui est fait là est très pédagogique, mais en pratique, les choses sont beaucoup plus intriquées que ça, puisqu'il y a le périoste, ici donc le fascia de l'obturateur interne, et ici, c'est le dédoublement du ligament falciforme qui vient former un canal qu'on appelle le canal pudendal, c'est-à-dire où on a effectivement ces éléments pudendaux ou honteux, région honteuse, c'est la région des organes génitaux et le périnée, canal pudendal, et ce canal pudendal porte aussi classiquement un nom propre qui est le canal d'Alcock, A-L-C-O-C-K, le canal d'Alcock, qui est ce canal pudendal, qui est donc le long du bord médial de la branche ischio-pubienne, et dans ce canal ostéofibreux, canal pudendal, eh bien nous allons trouver l'artère pudendale, artère honteuse interne classiquement, l'artère pudendale ici, qui va être accompagnée de 2
veine ou d'un plexus veineux, et où nous trouverons également, et on le redira donc dans le prochain cours sur le nerf, où l'on trouvera également le nerf pudendal, donc que nous réévoquerons la prochaine fois dans les possibles compressions et syndromes canalaires à ce niveau. C'est-à-dire que dans le canal pudendal, nous avons bien, les différents éléments, artères, veines et nerfs, qui forment un pédicule vasculo-nerveux qui peut ici être comprimé sur la branche inférieure de la région. Donc ici, c'est une coupe frontale, ici, que nous avons représentée et qui correspond au petit trait vert clair que nous avons mis avant. Donc sur cette coupe frontale, nous avons ce qui est latéral à droite, donc c'est le côté latéral droit, et ce qui est en haut ici. Voici pour ces petits compléments. Nous allons également faire quelques compléments sur la vue qui est ici. Nous sommes donc là très superficiels et nous pouvons présenter le plancher du trigone fémoral. Ce sera ici la terminaison du muscle psoas qui va sur le petit trochanter. Donc le plancher dans la partie supérolatérale, c'est le l'iliopsoas avec l'iliaque et le psoas que nous trouvons ici. Donc, partie supérolatérale, le plancher d'un point de vue musculaire, nous avons là l'iliopsoas. Et nous sommes ensuite, nous verrons en dedans, sur la veine fémorale et la veine iliaque interne. Je vous remercie pour votre attention.